Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on est ensemble avec la tête de liste de Scarbeck MR, Monsieur Georges Verzin. Enchanté, bonjour. Bonjour. Et madame, mademoiselle Laure Lita, vous étiez Numéro 6. numéro 6e sur la liste. Bonjour, vous êtes bienvenue. On va un peu commencer présenter avec madame. Mademoiselle Laure, vous pouvez présenter un petit peu? Oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Laure Lita. Effectivement, je suis numéro 6 sur la liste de Georges. J'ai plein d'ambitions pour les jeunes de Scarbeck. C'est pour la raison pour laquelle j'ai décidé de m'engager. J'ai décidé de suivre Georges et sa liste de MR en tant que citoyenne parce que je pense que c'est l'homme de la situation, en tout cas, pour réunir le nord et le sud de Scarbeck. Et surtout, parce qu'il a décidé de faire quelque chose pour les jeunes. Voilà. Et Laure, qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie? Moi, je suis project manager dans une société, une filiale de Sony, même non Carving Services. Question d'études. J'ai fait un master en sciences politiques à l'Université Laval au Canada, un bachelor en sciences politiques à Saint-Louis, ici tout près, donc à Bruxelles. Et j'ai fait quelques séjours à l'étranger pour apprendre l'anglais. Merci. Et Monsieur Verzin, tout le monde vous connaît maintenant, mais un petit peu vous aussi. Un petit peu, oui. Donc moi, mon nom est Georges Verzin, donc j'ai une expérience politique de longue durée sur Scarbeck, puisque j'ai commencé ma vie politique en me combattant Roger Knowles, l'ancien bourgmestre raciste de Scarbeck, pendant 20 ans. Et puis là, maintenant, j'ai été pendant 12 ans échevin de la culture, puis échevin de l'instruction publique. Et là, depuis 2012, malheureusement, le MR a été repoussé dans l'opposition. Et là, nous sommes en train de nous rassembler, de nous réunir pour remonter dans une majorité à Scarbeck. La dernière élection 2012, vous étiez à combien de sièges? Donc nous avons fait 4 sièges. Nous avons raté le 5e siège à 70 voix près. Voilà. Et cette fois-ci, c'est une liste plutôt jeune, ce que je vois. Et donc nous avons décidé ensemble d'ouvrir le MR à des citoyens. Et donc notre liste s'appelle MR et citoyens. De manière à ce que autant de citoyens soient représentés sur la liste, indépendants, que de membres, de militants du MR. Et dans cet ordre d'idées-là, j'ai fait autre chose. Dans les 20 premiers candidats, il y a 50% de jeunes de moins de 35 ans. Et c'est vraiment une volonté de ma part, parce que maintenant, moi, j'ai 69 ans, et donc je suis dans la transmission, à la fois de mon expérience de vie à Scarbeck, de mon projet. Je maîtrise tous les dossiers à Scarbeck, j'ai une grosse expérience à Scarbeck, et c'est maintenant aux jeunes de se préparer à prendre ma relève, et c'est ça, je veux leur passer le témoin. Maintenant, je suis en pleine forme, je fais du sport, je maîtrise les dossiers, et donc maintenant, je prends les jeunes avec moi pour les mettre en responsabilité pour la prochaine fois, dès le 15 octobre prochain. Et oui, citoyenne, quand on disait citoyenne, vous aussi, vous êtes des citoyennes, c'est ça? Oui, tout à fait. Sur la liste. Ce que j'avais envie en tout cas d'indiquer aux citoyens, à ceux qui vont voter, c'est que je n'avais pas envie qu'ils mélangent en fait le fédéral et le communal. J'avais vraiment envie qu'ils choisissent une liste avec des gens qu'ils considéraient comme importants et ils allaient croire en eux. Et donc je m'étais dit, je n'ai pas envie de m'engager dans un parti tout de suite, peut-être après, je n'en sais rien. J'avais surtout envie de faire quelque chose, de porter des projets vraiment concrets avec Georges. Et quand il m'a proposé, j'ai dit oui, mais en tant que citoyenne, et il m'a dit tout à fait. Le but, c'est de représenter les Scarbecquois. Le parti, ce sera pour plus tard. Le parti, ce sera plus tard. Et si vous êtes élu, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez à faire ici? Un des premiers objectifs avec les jeunes, c'était de créer un conseil de la jeunesse. Parce que c'est bien beau, je pense, d'essayer de régler tous les soucis des jeunes, mais si on ne leur demande pas leur avis, je me demande comment ils ont fait. Donc ça, c'était un des premiers objectifs qu'on avait envie d'établir avec Kevin Karena, qui est aussi un de mes collègues, ou Serkan, par exemple. Et ça, c'est vraiment le numéro 1. Et puis après, je suis totalement d'accord avec tout le reste sur le programme. Mais une deuxième chose qui m'intéressait énormément, c'était de passer au digital. Aujourd'hui, un conseil communal un mercredi soir, tout le monde n'a pas la disponibilité de s'y rendre. Tout le monde a soit des enfants, soit un travail, soit tout simplement pas disponible. Remettre en diffusion ce conseil communal, c'est un minimum, je pense, en 2018. Les outils numériques sont essentiels dans la gestion d'une commune en 2018 et je ne comprends pas encore comment ça se fait qu'on n'y est toujours pas passé. Donc voilà, ça ce serait, si jamais je suis élue, je m'engage, ces deux
ces deux projets, ce serait quelque chose que je ferais dans l'année. Ici à Bruxelles, les autres communes, ils font ça? Je ne suis pas dans les autres communes. Donc, si déjà je n'arrive pas à accéder moi-même à le conseil communal de Schaerbeek, je ne vais sûrement pas aller à celle de Saint-Josse. Mais voilà. Ok. Monsieur Herzin, en revenant chez vous, vous pensez faire coalition si c'est possible alors? Et donc notre objectif, nous avons donc 4 élus sortants, notre objectif c'est de doubler notre score et d'arriver à 8 sièges. Si nous faisons 8 sièges, normalement, vous savez que M. Clerfailly et la liste de bourgmestre ont fait un accord préélectoral avec Écolo, sur lequel on peut faire beaucoup de commentaires, mais ce n'est pas mon objectif aujourd'hui. Je pense qu'ils n'auront pas la majorité à eux deux. Et donc ils devront chercher un partenaire pour élargir leur majorité et avoir effectivement un collège stable. Et donc nous sommes candidats à rentrer dans la majorité, et pas pour faire plaisir à M. Clerfailly, mais pour faire passer nos idées et nos projets. Et si nous sommes indispensables pour faire cette majorité, et ça dépend évidemment des électeurs schaerbécois, nous forcerons la porte et nous l'amènerons à partager, en tout cas, une grande partie des projets que Laure, les jeunes et moi, nous portons ensemble. Je vais revenir un peu en arrière. Vous avez bien dit que pas pour faire plaisir. Non, la politique, ce n'est pas une relation d'amour ou même d'amitié que l'on a. La politique, ce sont des rapports de force qui vous rendent sympathique ou pas, indispensable ou pas. Donc notre objectif, et c'est le message que je fais passer aux électeurs et aux électrices de Schaerbeek, c'est que plus nous serons forts, plus nous aurons de voix, plus nous aurons de sièges, et plus Clerfailly et la liste du bourgmestre auront besoin de nous pour effectivement constituer la future majorité. Ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question de rapport de force, comme ça se passe au niveau des États, au niveau des régions et même au niveau international. Ok. Et après, je vais rentrer alors sur la liste des bourgmestres aussi. Vous êtes au courant sûrement pour M. Kessler. En 2 mots, si je peux... Je n'ai pas pour habitude de commenter les malheurs des autres, mais aujourd'hui, il y a une règle absolue en politique. Quel que soit le parti, lorsque quelqu'un est inculpé, il doit faire un pas de côté. Ça vaut pour le Parti socialiste, on a vu de nombreux exemples. Ça vaut pour l'EMR, on a vu aussi quelques exemples. Ça vaut pour le CDH, ça vaut pour Écolo, ça vaut aussi pour la liste du bourgmestre et pour Défi. Et donc, j'attends effectivement que M. Cossé comprenne que quand on est inculpé au pénal, ça trouble véritablement la relation de confiance qu'un citoyen peut avoir dans un homme politique. Et donc, je pense qu'il doit faire un pas de côté. Il est d'ailleurs, pour l'instant, l'objet d'une procédure d'exclusion de la part de M. Minguin. J'attends que M. Minguin exécute ce qu'il a déclaré publiquement dans la presse. Ok. Maintenant, depuis 2012, il y a une coalition de CDH, Écolo, liste de bourgmestre, Défi. Qu'est-ce que vous pensez pour ça? Mais je pense que cette coalition, Ils ont bien travaillé, comme toujours, il y a des points noirs et des points gris et des points blancs. Et donc, je pense que d'un côté, il y a des choses qui se sont faites. Il y a eu des contrats de quartier dans tous les quartiers de Schaerbeek. La région a énormément investi dans les contrats de quartier, justement. Mais la région paye 90% des contrats de quartier. L'État fédéral, c'est grâce à l'État fédéral qui a mis 10 millions d'euros dans la rénovation du parc Josaphat qu'on a un parc Josaphat magnifique. Alors, c'est pendant le majorat de la liste de bourgmestre et du CDH Écolo que ça s'est passé. Mais en tout cas, c'est M. Renders, Mme Onkelings, à l'époque, qui ont financé les 10 millions d'euros. Même chose pour le stade du Crossing. L'État fédéral a injecté 8 millions d'euros pour la rénovation de ce stade magnifique. La commune a évidemment accepté, mais c'est le travail de l'État fédéral, ce n'est pas le travail de la majorité. Légèrement, le bassin de natation, le Neptunium, ce sera 6 millions d'euros qui sont en train d'être injectés. Le bassin est en pleine rénovation. Encore une fois, c'est l'État fédéral qui amène tous ces projets-là. Alors, est-ce que ça veut dire que la majorité a tout fait mal? Non, certainement pas, mais il y a un seul et vrai problème à Schaerbeek, c'est que M. Clerfailly et la majorité en général déclarent toujours que Schaerbeek est devenu the place to be, où les jeunes viennent, une commune branchée, où il se passe plein de choses. Alors, c'est vrai dans une certaine partie de Schaerbeek. C'est vrai dans le Haut-Schaerbeek, où il y a beaucoup de jeunes qui arrivent. On voit ça à la place des chasseurs ardennais. Il y a des événements, il y a des cafés qui s'ouvrent. Tout ça, c'est bien. Mais les jeunes ne restent pas. Ils ne restent pas dès qu'ils fondent un foyer et qu'ils ont des enfants. Ils quittent Schaerbeek pour 2 raisons.
Un, c'est que le prix de l'immobilier a explosé dans le Haut-Scarbeck. Et deux, la deuxième raison, c'est que la hauteur des impôts a explosé aussi. 3 390 centimes au précompte immobilier, additionner le précompte immobilier, c'est le plus haut taux de Belgique. Et donc, les jeunes ménages ne parviennent pas à se fixer dans Scarbeck. Et c'est vraiment notre volonté à nous, pour réussir Scarbeck, on doit fixer durablement les jeunes ménages, les familles, à Scarbeck. Alors où ça? Mais à la friche Josaphat ou au projet Mediapark, où la région fait le contraire. Le deuxième échec de la majorité sortante, c'est vraiment qu'il y a une fracture sociale entre le haut de Scarbeck et le bas de Scarbeck à partir de la chaussée d'Arc, pour faire court, jusqu'à la gare du Nord. Ces quartiers sont vraiment sales, malpropres, il y a de la délinquance, il y a du trafic de drogue, il y a plein de choses qui ne vont pas, des incivilités, des papiers qu'on laisse par terre, tout ça. Je pense que ces quartiers-là sont vraiment laissés à l'abandon. Oui, donc, ce que je disais, c'est que la majorité a fait des choses qui sont positives, principalement dans les infrastructures sportives, le crossing, le bassin de natation, le parc Josaphat, financé par l'État fédéral quasiment à 100%. Là où la majorité a vraiment... L'État fédéral, qu'on dit, c'est payé, c'est MRC. À l'époque, c'était Mme Munkelis quand elle était vice-premier ministre, et maintenant, c'est Didier Renders comme vice-premier ministre qui a en charge le projet Belliris, qui finance des projets bruxellois pour rénover la ville. Et la commune, qu'est-ce qu'il fait alors? Ben, la commune, elle reçoit le cadeau, elle est bien contente, évidemment. Alors pour zone 30, parce que dernièrement on parle beaucoup pour les zones 30. Mais la zone 30, je pense qu'il y a eu une véritable manipulation de l'opinion publique, parce qu'au conseil communal, j'ai pris la parole pour dire que la zone 30, c'était une mesure tout à fait idéologique, mais qui n'était pratiquement absolument pas praticable sur le terrain. Pourquoi? Ben, simplement parce qu'on ne parvient déjà pas aujourd'hui à contrôler le 50 à l'heure. Comment voulez-vous, quand on ne sait pas contrôler les 50, on impose le 30? Deux, je pense que tout le monde est d'accord à Scarbeck pour que dans les petites rues à vocation de desserte locale, que dans les rues où il y a des écoles, on respecte absolument la zone 30, que sous le boulevard Lambermont, on fasse du 50 à l'heure. Mais de grâce, ayons un peu de tolérance, que sur les avenues larges, en dehors des heures de pointe, on puisse rouler entre 30 et 50, ce que tout le monde peut faire. Et par ailleurs, punissons lourdement ceux qui prennent la rue pour un rodéo et qui roulent à 80 en faisant tourner, crisser leurs pneus. Ça, évidemment, c'est scandaleux et ça, il faut les punir très sévèrement. J'ai une autre question qui ça m'a resté depuis quelques années dans la tête. Je trouve ça bizarre pour les Oreca. Ils ont fait dans la semaine jusqu'à 1h, le week-end jusqu'à 3h fermeture. Par après, ils ont ressorti une nouvelle loi. Si le patron de cafetier, ils vont donner un genre de, on va dire, l'argent, voilà, une somme de l'argent, ils peuvent rester 24 heures. Est-ce que vous trouvez ça logique? Moi, je suis assez opposé à cela. Qu'on ferme les établissements à 1h du matin, et que quand ces établissements se comportent convenablement, qu'on les laisse ouvert jusqu'à 3h du matin, j'ai pas de problème avec ça. C'est une manière de contrôler des cafés où il y a souvent des bagarres au couteau la nuit, des gens qui sont sous. Ça se passe ici sur la place de la Reine. J'ai vu des vidéos avec des gens qui à 4h du matin sortent un WC bouché et ils le vident dans la rue. Donc ça n'est pas acceptable. Mais il y a des moutons noirs et il y a des gens qui sont tout à fait corrects. Donc on ne peut pas non plus punir les gens, les tenanciers de café ou d'établissements qui respectent la loi. Et donc, pour cela, il faut évidemment laisser ouvert jusqu'à 3 heures du matin. Des établissements ouverts 24 heures sur 24, ça ne va pas, parce que ça, c'est vraiment des équipes qui tournent, c'est des shifts, et on tourne, et ça, je pense que ça attire une population terriblement dangereuse sur Scarbeck, et ça, je suis absolument opposé à ça, vraiment. Parce que les gens, dans les quartiers, ont le droit de pouvoir dormir en paix la nuit. Or, laisser un établissement ouvert 24 heures sur 24, c'est presque un appel à la délinquance. Ce que je sache, en fait, si tu payes une somme, tu peux laisser ouvert 24 heures. Si tu ne payes pas cette somme, tu ne peux pas. Voilà. Donc moi, en tout cas, je ne connais pas cette mesure-là, mais si elle existe, si demain nous sommes dans la majorité, je la supprimerai. Parce qu'il n'est pas question d'acheter pour avoir le droit d'ouvrir 24 heures sur 24. Pour moi, c'est simplement pas légal. C'est illégal et on ne peut pas pousser les gens à commettre des actes illégaux. Et surtout,
tous les Scarbécois, on doit avoir le pouvoir et la possibilité de dormir en paix la nuit, parce que les Scarbécois, c'est aussi des personnes âgées, c'est aussi des familles et c'est des enfants. Et les enfants doivent pouvoir se reposer la nuit. Dans la semaine passée, quand je tournais un peu dans les rues et tout, je discutais un peu avec les commerçants. C'est qu'ils sont en train de plaindre aussi le cafetier, encore une fois, pour les taxes de jeux de hasard. À ce qui paraît, il faut payer chaque 5 ans, il faut payer une histoire de 2500 euros. Il n'y a que 2 communes qui acceptent ça, Saint-Georges et Schaerbeek. Et ça, vous trouvez logique? Moi, je pense que, encore une fois, c'est une mesure dissuasive qui a été prise. Nous connaissons tous des établissements qui sont rachetés les uns après les autres, pas pour faire café, mais pour en fait avoir presque des tripots clandestins, je dirais, qu'on légalise comme ça. Et donc c'est un business. Et qui dit business, c'est pas pour offrir des bières aux gens, c'est pour permettre à des gens qui sont des addicts au jeu de pouvoir jouer le plus longtemps possible. Et donc je pense que si on doit avoir une taxe sur un chiffre d'affaires, moi je n'ai pas de problème avec ça. Je pense qu'ils peuvent être taxés parce qu'encore une fois, les mauvais commerces chassent les bons commerces. Alors qu'il y ait dans quelques endroits où on puisse avoir un billard électrique ou des choses pareilles, je suis d'accord, bien sûr. Mais est-ce qu'on doit avoir dans 10, 15, 20 cafés à Schaerbeek des cafés avec des bingos qui poussent les gens à dépenser des fortunes, alors que souvent ce sont des gens qui n'ont pas d'argent et qui se mettent en danger en jouant trop au jeu? Je pose la question. Ouais, je vous comprends. Jusque-là, tout va bien. Laure, toi, tu as des trucs à faire, de dire encore? Des choses à dire. Je pense que c'est cette année que vous pouvez, en tout cas, faire changer les choses. Je sais bien que beaucoup de gens pensent que la politique n'intéresse plus personne, mais la jeunesse, en tout cas, ou même la milieu-jeunesse, parce que je ne suis pas si jeune, s'intéresse et on voudrait vraiment montrer que les jeunes émers, on a envie de faire quelque chose. Et si nous, on peut le faire, n'importe quel jeune peut le faire également. Donc c'est simplement tendre la main, en fait. Oui, je pense que c'est vraiment ça, c'est dire que si qu'on a l'occasion de réaliser tous ces projets, ce serait avec vous. Et quelque chose que je voudrais vraiment souligner également, c'est que les jeunes émers souhaitent améliorer la participation citoyenne. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement pendant les élections qu'on a besoin de votre avis. J'aimerais énormément créer une plateforme où on pourrait avoir un espèce de feedback, un retour des citoyens pendant les 6 années de mandat. Ça sert sincèrement, parce que quand je vais faire mon petit porte-à-porte dans les rues de Schaerbeek, je demande l'opinion des Schaerbeekois. Je leur demande qu'est-ce que vous pensez. Je ne veux pas vous expliquer mon programme, je veux savoir qu'est-ce que vous pensez de Schaerbeek, quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous. Je voudrais être vraiment près des citoyens. Et malheureusement, c'est comme je vous le dis, pas seulement pendant les élections, c'est également après. Et donc j'ai besoin de ces opinions-là tout le temps, tout comme tous les partis en ont besoin tout le temps. Et donc cette plateforme, en tout cas, est très importante pour moi. Et c'était, je pense, un projet qu'il fallait souligner avant de terminer. En tout cas, franchement, c'est un bon projet si tu vas réussir parce que les habitants de Schaerbeek, on va dire toutes les communes, ils sont en train de plaindre de ça. Une fois par 6 ans, il vient les électeurs. Voilà, et merci, au revoir. Quand je me rends à la plage du Chasseur-Ardennais, j'ai été interpellée par une dame qui me disait c'est pas maintenant qu'il faut sortir, etc. Je suis totalement d'accord, mais à un moment donné, il faut bien commencer. Je commence maintenant et je vous promets que pendant les 6 ans, je demanderai l'avis des Schaerbeekois. Parce que je pense aux primo-votants, par exemple, et j'aurais aimé qu'on sonne à ma porte et qu'on me dise qu'est-ce que tu attends maintenant que tu as 18 ans, que tu peux voter, qu'attends-tu de ta ville et qu'est-ce que tu souhaites que ta commune fasse pour toi. En tout cas, de toi, il ne peut pas interpeller, mais M. Verzin, il peut interpeller. Monsieur Verzin a créé il y a 30 ans maintenant une liste citoyenne qui s'est composée avec uniquement des citoyens qui en avaient marre et qui voulaient changer les choses par rapport à M. Nols à l'époque. Et donc on a mobilisé 47 candidats qui n'avaient jamais fait de la politique pour qu'ils aient leur mot à dire. On est 30 ans plus tard. Je n'ai pas changé. Au contraire, maintenant, j'invite des jeunes à me rejoindre pour faire exactement la même chose. Et impliquer les gens dans la gestion de la cité. C'est essentiel si on veut que la démocratie fonctionne. Ah ben, je vous félicite. Beaucoup de succès pour le 14 octobre. Et après le 14 octobre aussi. J'espère. On se verra, en espérant. Dernier mot. Un dernier mot. Pour réussir une commune comme Schaerbeek,
il ne faut pas s'occuper uniquement du haut Scarbeck. Il faut s'occuper de toutes les parties de Scarbeck, le bas, le moyen et le haut Scarbeck. Parce qu'on ne peut pas faire flotter un bateau en s'occupant uniquement du pont. Il faut aussi s'occuper de la coque et de l'intérieur du bateau. Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour réussir Scarbeck, il faut réunir les Scarbeckois. Tous les Scarbeckois, pour moi, un citoyen, quel qu'il soit, quelle que soit son origine sociale, son origine nationale, son âge ou son état de fortune, tous les citoyens sont égaux. Et ils doivent être traités comme tels, quel que soit leur métier. Moi, j'ai autant de respect pour le balayeur de rue que pour le Premier ministre. Et le matin, quand je sors de chez moi, je vais saluer le balayeur de rue parce qu'il joue un rôle social. Il est aussi important que le Premier ministre ou un chef d'entreprise. Et le respect humain, je crois que c'est quelque chose d'essentiel si on veut réussir Scarbeck, si on veut réussir la société. Ok, merci en tout cas, vous êtes venu jusqu'à ici de nous répondre à notre question. Je vous souhaite encore une fois pour le 14 octobre et après beaucoup de chance, beaucoup de succès. Voilà. Merci pour la prochaine fois. On verra. Merci. En tout cas, aujourd'hui, M. Versin, tête de liste Scarbeck et maire, il était avec nous, il nous a répondu à notre question. Et 9e sur la liste, Lita, elle est 6e sur la liste. Laure Lita, elle était avec nous. Merci d'avoir venu. À la prochaine.